ne sais pas si... Voilà, donc vous appuyez sur continuer et pas sur quitter la réunion, à part si vous voulez nous quitter. Et donc l'enregistrement est lancé. Merci Myriam. Ok, donc c'est parti. Alors ce matin, on a 2 petites heures devant nous pour discuter de l'accompagnement de stagiaires, comme j'ai dit, qui vivent avec des troubles psychologiques. Donc au programme, en premier lieu, on va poser un peu le cadre du webinaire et présenter le projet PsycUp. Donc c'est quoi ce projet? Qu'est-ce qu'on a fait au cours de ce projet et durant les 3 dernières années de collaboration européenne avec nos partenaires. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Marina Mirquez de l'Interfédé, que j'ai vu quelque part sur mon écran à un moment. Voilà, je vois qu'elle fait signe. Donc, Marina Mirquez, qui est la coordinatrice pédagogique de l'Interfédé, qui va nous présenter, nous parler un peu plus de l'accompagnement au sens large dans le secteur CISP et nous présenter le référentiel de l'accompagnement de l'Interfédé qui a été réalisé au cours de ces dernières années et dresse un peu voilà, les missions, les compétences et le rôle des personnes qui accompagnent les stagiaires au quotidien dans les CISP. Et puis ensuite, on passera à la 3e partie de la matinée où on vous présentera les résultats du projet. Donc, ce sur quoi on a travaillé concrètement au cours du projet PsycUp, quels ont été les délivrables du projet. Et enfin, on consacrera un temps en fonction de ce qui nous reste pour des échanges, des discussions, des questions, des réponses potentielles autour des sujets qui ont été abordés durant la matinée. Alors, je vais commencer, je garde la parole et je vais commencer à vous présenter le projet PsycUp. Donc, je vais juste partager mon écran et trouver le bon écran à partager parmi tous les écrans qui sont ouverts. Voilà, c'est celui-ci. Ok. C'est bon comme ça, vous voyez bien, je vois Myriam qui acquiesce. Ok. Super. Donc, le projet PsycUp, c'est un projet, comme je l'ai dit, autour de l'accompagnement des apprenants qui vivent avec des troubles psychologiques. Donc, c'est un projet qu'on a débuté en 2018 et qui se clôture cet été. C'est dans le cadre de cette clôture qu'on organise ce webinaire ce matin pour présenter le projet et les résultats du projet et voilà, présenter à un public plus large ce qu'on a fait et potentiellement intéresser aux résultats pour que vous puissiez les exploiter, les utiliser. Pourquoi nous, on est rentré dans ce projet? Comme disait Myriam, on a été contacté par l'ANFREP, qui est l'organisme français coordinateur du projet, avec notre casquette d'expert méthode. Donc, Myriam, ça fait 20 ans qu'elle travaille sur les référentiels, notamment à l'Interfédé, sur l'approche par compétences, sur le développement de ressources référentielles, référentiels compétences, référentiels de formation et d'évaluation. Et donc, au-delà de pouvoir mettre en pratique, en application cette expertise et développer de nouvelles ressources, on est aussi rentré dans le projet en se disant que voilà, on sait qu'il y a une réalité de stagiaires avec des troubles psychologiques dans nos centres. On sait qu'il y a un enjeu pour les équipes qui sont parfois un peu démunies. Donc, on se dit, tiens, pourquoi pas explorer cette nouvelle voie de travail, explorer une nouvelle thématique de travail et développer des ressources qui peuvent être utiles à nos centres et au secteur pour cette thématique. Donc, le projet PsycUp, c'est un projet Erasmus+. Donc, peut-être que sans doute, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce programme européen. Donc, c'est un programme européen où la Commission européenne finance des projets d'innovation et de collaboration. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les détails, c'est un projet Action Clé 2 de coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Et c'est un partenariat qu'on a fait dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Comme Maria l'a dit juste avant, c'est un projet qui regroupe 7 partenaires issus de 6 pays européens. Donc, en Belgique, c'est nous, l'AID, qui sommes partenaires. Nous avons 2 partenaires français qui sont présents aujourd'hui, donc l'INFREP et ADIS. On a un partenaire espagnol également, Valdecilla, qui est un institut clinique de recherche autour des questions de santé mentale, de psychologie, de psychiatrie, etc. Une association de formation plutôt pour des jeunes et des jeunes adultes en Italie. Et puis, un partenaire bulgare et un partenaire grec qui sont, eux, plutôt des acteurs de soutien à des publics en santé mentale avec des troubles psychologiques. Donc, il y a un peu 2 profils au sein du partenariat. D'une part, les partenaires plutôt formation, insertion de public, donc AID, ADIS, INFREP et l'AFP en Italie.
Et puis après, 3 autres partenaires qui ont plutôt un profil expert psychologie, psychiatrie et santé mentale. Donc voilà, le projet était très intéressant parce que ça nous a permis de travailler avec 2 profils complémentaires autour d'une problématique qui cristallise à la fois des enjeux d'insertion et de formation, mais aussi des enjeux de psychologie et de santé mentale. Le projet finalement Psycup, c'est quoi, ou en tout cas quels étaient nos objectifs? Donc le projet a en fait un objectif global ou central, c'est l'émergence et la professionnalisation de référents en troubles psychologiques dans les organismes de formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'avoir, par exemple, en CISP, des personnes qui occupent une fonction de référent pour toutes les questions qui ont attrait aux troubles psychologiques des stagiaires, et donc des personnes qui sont un peu des personnes ressources pour le reste de l'équipe et pour les stagiaires, pour l'accompagnement de stagiaires qui présentent des troubles psy. Voilà, pour l'adaptation du programme de formation, pour la redirection vers des partenaires et la mobilisation des partenaires, pour une politique d'inclusion, pour adapter les comportements dans l'équipe, faire le relais des informations en fonction des conséquences et des impacts des troubles sur l'apprenant et sur son rythme d'apprentissage, etc. Et donc, de cet objectif global d'émergence de ce profil de référent en troubles psychologiques, on a 2 objectifs qui découlent, 2 objectifs plus loin, de résultats qu'on vise. D'une part, c'est de pouvoir mieux accompagner les stagiaires et donc de pouvoir mieux adapter leur parcours d'insertion, leur accompagnement et leur formation en fonction des troubles psychologiques qu'ils vivent, et donc pouvoir mieux adapter la formation de manière individualisée aux stagiaires en fonction de leur situation réelle. Et puis également, idéalement en tout cas, de développer une communauté de pratiques au niveau local mais aussi européen pour échanger et valoriser les pratiques, pour qu'il y ait vraiment un échange de bonnes pratiques, un échange d'outils, de ressources entre professionnels de terrain afin de vraiment à nouveau adapter et améliorer l'accompagnement des stagiaires. Donc, comment on arrive à ces objectifs? Un peu notre objectif opérationnel, ou en tout cas l'angle de travail qu'on a choisi, c'est de clarifier le rôle, les missions, le profil de ce référent en troubles psychologiques. Donc, si on veut qu'il y ait ce type de fonction au sein des CISP, il faut clarifier ce que fait cette personne au sein du CISP, quelle est sa formation, quelle est les actions qu'il mène au sein du CISP, etc. Et donc, on a fait ça en développant 3 résultats qu'on vous présentera ici d'abord rapidement, mais ensuite plus en détail à la fin. D'abord, un profil de fonction, donc un peu qui dresse les compétences et les actions qui sont menées par ce référent en troubles psychologiques. Ensuite, un référentiel de formation, donc quelle est la formation idéale ou le parcours de formation idéal que doit suivre cette personne pour mettre en œuvre ses missions. Et enfin, dans une moindre mesure, une 3e production qui est une boîte à outils, ou plutôt une collection de ressources qui peuvent être utiles à ce référent en troubles psychologiques, mais aussi à ses collègues, les équipes de formation, les équipes d'accompagnement, pour mieux comprendre les troubles psychologiques, pour mieux encadrer les stagiaires. Alors, comme on l'a déjà dit, on a mis en application au sein du projet une méthodologie particulière qui met en œuvre l'approche par compétences, et donc c'est la méthodologie référentielle qui a été développée et affinée toutes ces dernières années notamment par Myriam et par Marina, mais aussi par d'autres acteurs du secteur et plus largement. Et donc c'est une méthodologie qu'on a utilisée pour développer les résultats du projet. Donc la méthode référentielle, c'est une méthodologie qui est issue de l'approche par compétences et qui valorise les compétences du citoyen, peu importe l'apprenant, le travailleur, en travaillant sur la reconnaissance des acquis d'apprentissage. Donc c'est une approche qui fait le lien entre le parcours d'apprentissage et de formation et le monde du travail ou l'emploi. Donc on analyse les situations de travail des personnes et on en détermine les compétences nécessaires pour accomplir les tâches et les missions qui sont requises par les fonctions pour le poste. Donc, cette méthodologie référentielle qu'on vous présentera à nouveau un peu plus en détail, mais sans vous perdre non plus, elle permet de créer 3 référentiels, donc 3 ressources référentielles qui sont liées les unes aux autres. Donc, le premier, c'est le référentiel métier ou le référentiel de compétences.
qui définit la profession en termes de production et de services attendus. Donc, quelles sont les activités clés que tel métier exerce et quelles sont les compétences qui sont associées à ces activités, quels sont les savoir-faire comportementaux qui sont mobilisés dans le cadre de ce métier. En découle un référentiel de formation, donc qui définit les unités d'acquis d'apprentissage qui sont associées à ces activités clés et qui détaille les acquis d'apprentissage qui sont attendus et donc les connaissances et aptitudes qui constituent les compétences visées par la formation pour le métier visé dans le référentiel métier. J'espère que je suis claire quand je vous explique. Et puis enfin, en découle un référentiel d'évaluation qui permet de déterminer le seuil de maîtrise attendu pour le métier et donc qui permet aussi et surtout d'organiser des épreuves d'évaluation et ou de certification pour le métier. Alors nous, dans le cadre du projet ici, on n'a pas fait le référentiel d'évaluation, on s'est arrêté au profil de fonction, donc au référentiel métier que nous, on a transformé en profil de fonction plutôt. Je vous expliquerai tout de suite après pourquoi, et un référentiel de formation comme je l'ai dit. Je bois juste une petite gorgée d'eau. Voilà. Et donc, je vais vous présenter ici assez rapidement, ou en tout cas de manière un peu synthétique, les 3 productions du projet. Mais comme j'ai dit, on vous présentera le détail de ces productions juste après. Donc, la première production du projet, c'est le profil de fonction du référent en troubles psychologiques, qu'on a appelé référent psychop pour aller plus vite. Sinon, ça nous fait trop répéter troubles psychologiques. Donc, ce profil de fonction, pourquoi on l'a appelé profil de fonction et pas référentiel métier? Voilà, on a fait la nuance parce que quand on a réfléchi au projet dans un premier temps, mais ensuite fait des recherches et des travaux durant le projet, on a remarqué que être référent en troubles psychologiques, c'est pas un métier ou une profession à part entière. C'est pas comme être coiffeur ou boucher, où tu as un métier clair. C'est plutôt une fonction qui peut être endossée par plusieurs personnes, plusieurs profils au sein de l'organisme de formation. Très concrètement, pour donner un exemple dans les CISP, par exemple, personne n'a le métier de référent en troubles psychologiques, mais plusieurs autres métiers, plusieurs autres professions dans les CISP occupent une partie ou toute cette fonction. Donc, par exemple, les accompagnateurs psychosociaux vont parfois, dans leur mission, dans leur fonction, faire certaines actions, mettre en œuvre certaines activités du référent en troubles psy, les intervenants psychosociaux, parfois même les coordinateurs pédagogiques, les directions, les encadrants techniques, les formateurs techniques aussi. Et donc voilà, plutôt qu'un métier clair qui est exercé par une personne de manière assez claire, c'est une fonction un peu diluée dans l'accompagnement et au sein du CISP parmi tous les travailleurs du CISP. Et donc, on ne pouvait pas appeler ça vraiment un référentiel métier. Et donc, on a plutôt dressé un profil de fonction de cette fonction au sein d'un organisme de formation. Donc, pour développer la ressource, on a fait un peu comment on appelle, une enquête de terrain avec un travail vraiment avec les professionnels de terrain qui occupent tout ou en partie cette fonction. La première activité qu'on a menée, c'est faire un questionnaire adressé aux travailleurs de terrain dans les organismes de formation qui sont en contact avec les apprenants, avec les stagiaires, pour leur demander finalement un peu quels sont les troubles psychologiques que vous rencontrez au sein de vos groupes de stagiaires, parmi ces troubles, quels sont les impacts et les conséquences de ces troubles, quels sont les signes que vous remarquez chez les stagiaires, que mettez-vous en place quand vous avez en formation un stagiaire qui présente des troubles psy, quelles sont vos ressources, où allez-vous chercher de l'info, comment vous organisez-vous, etc. Et donc, on a adressé le même questionnaire dans tous les pays partenaires et on a eu 226 réponses qui nous ont vraiment bien donné une base très large d'informations autour de l'accompagnement qui est réalisé par les équipes de terrain. Ensuite, sur cette base, pour aller plus loin, pour creuser un peu plus les résultats qu'on a obtenus dans le questionnaire, on a réalisé des enquêtes,
non pas des enquêtes, des visites de terrain. Donc, on est allé dans des CISP, dans des organismes de formation pour voir un peu comment s'organisent les équipes, comment se passe la vie au quotidien dans les équipes. Et donc, on a fait 23 visites de terrain et ensuite 27 entretiens individuels avec des personnes qui occupent des fonctions d'accompagnement de stagiaires pour à nouveau leur poser des questions et aller plus loin. Voilà, quels sont les troubles que rencontrent vos stagiaires et vous, en fonction de ces troubles, en fonction des situations que vous rencontrez, que faites-vous avec les stagiaires? Comment adaptez-vous le parcours de formation? Comment prenez-vous en charge les troubles psy et les maladies de santé mentale qu'ont vos stagiaires, etc. Sur cette base, ça nous a vraiment donné beaucoup d'informations et on a réalisé un premier jet, un premier brouillon de profil de fonction qu'on a ensuite soumis à des experts de terrain à nouveau via des focus groups. Donc, on a organisé 6 focus groups, si je ne me trompe pas, 6 ou 7. On a eu 53 participants qui ont eu ce brouillon de profil de fonction et nous ont dit, ah ben tiens, oui, ces activités-là, on les fait, ces compétences, effectivement, on les mobilise, ah, celle-là peut-être un peu moins. C'est important d'avoir des savoirs en psychologie, c'est important d'avoir des notions en thérapie, c'est important d'avoir telle aptitude, tel comportement plutôt qu'un autre. Et donc, ça nous a permis un peu de tester ce que nous, on avait déduit de nos questionnaires, de nos visites et de nos entretiens pour avoir un profil de fonction final qui soit représentatif autant que possible de la réalité des professionnels de terrain. Et donc, grâce à tout ce travail, on a pu dresser un profil de fonction qui établit 3 activités clés qui sont exercées, qui sont réalisées par le référent PsycUp. La première activité clé, c'est de bâtir, de construire, de tisser un réseau de partenaires sur son territoire et donc d'aller à la rencontre et vraiment de gérer et d'animer son réseau de partenaires pour avoir des ressources, en fait, des personnes ressources, des relais pour l'accompagnement des stagiaires. La deuxième activité clé qui est réalisée par le référent PsycUp, c'est bien sûr peut-être celle qui est centrale, c'est soutenir l'apprenant tout au long de son parcours de formation, autant à l'entrée, quand il se présente dans le cadre plutôt d'une orientation, pendant son parcours de formation, bien sûr, pour adapter la formation, pour le soutenir, et puis aussi après, pour qu'il s'insère dans l'emploi ou qu'il rejoigne d'autres formations. Et la troisième activité clé de cette fonction de référent PsycUp, c'est aussi d'avoir une action proactive liée à la question de la santé mentale, mais plus largement même, on pourrait dire, à la question des handicaps en formation, c'est de bâtir vraiment une politique d'inclusion au sein de son centre et de sensibiliser ses collègues et plus largement ses partenaires aux questions de santé mentale et de troubles psychologiques des stagiaires. Nous présenterons bien sûr, à nouveau, comme je l'ai dit, le contenu plus en détail des compétences et des ressources en fin de webinaire. Ensuite, la deuxième production que nous avons réalisée dans le cadre du projet, c'est le référentiel de formation du référent PsycUp. Donc, une fois qu'on a finalisé ce profil de fonction, on est passé à l'étape 2 du processus et on a dressé sur base du profil de fonction le référentiel de formation du référent PsycUp. Donc, c'est une ressource qui met en évidence un peu un parcours de formation idéal ou un bagage de formation idéal pour exercer la fonction de référent PsycUp. On a réalisé, donc, comme je vous l'ai dit, ce référentiel sur base du profil de fonction qu'on avait réalisé juste avant, mais également en faisant une analyse de l'offre de formation existante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a regardé un peu chacun dans nos pays, dans nos secteurs, quelles sont les formations qui existent pour ce type de fonction de référent en troubles psychologiques en formation, pour un peu analyser, décortiquer les programmes de formation, voir quelles sont les unités d'acquis, d'apprentissage qui sont mises en œuvre dans ces formations déjà existantes, quelles sont les compétences qui sont ciblées, quels sont les contenus, les objectifs de formation, voilà, pour un peu mieux nous rendre compte de ce qui est fait en formation par ailleurs autour de ce type de fonction. Mais c'est à nouveau, on a visé large, hein, parce que des formations pour référents en troubles psychologiques en formation professionnelle pour adultes peu qualifiés,
très clairement, de manière très fine, ça n'existe pas, ou pas encore, ou en tout cas, on ne l'a pas vu. Et donc, on a ratissé un peu large autour de, voilà, des fonctions d'accompagnement largement liées à la santé mentale. Donc, sur base de cette analyse de l'offre de formation existante et sur base du profil de fonction qu'on avait dressé juste avant, on a créé à nouveau un premier brouillon de référentiel de formation qu'on a à nouveau soumis à des focus group, de nouveau 6 ou 7 focus group dans chaque pays. Enfin, chaque partenaire a organisé son focus group pour soumettre le référentiel qu'on avait créé et voir finalement si ça reflétait à nouveau la réalité du terrain, les besoins en formation qu'expriment les travailleurs de terrain, la réalité du profil de formation ou en tout cas du bagage académique ou éducationnel des travailleurs de terrain. Et donc voilà, sur cette base, en fonction du feedback qu'on a reçu en focus group, on a retravaillé un peu le référentiel de formation pour avoir voilà, la version finale du référentiel de formation. Donc ce référentiel de formation, il détaille donc le programme de formation idéal ou le bagage de formation idéal pour le référent Psy-Cup. Et donc, on en a dégagé 2 unités d'acquis d'apprentissage. La première, c'est tout un bloc de formation qui est centré autour de l'accueil et du soutien des personnes ou des stagiaires qui vivent avec des troubles psychologiques tout au long de leur parcours, donc entrée durant la formation et à la sortie, mais aussi soutenir et être une personne ressource pour ses collègues, donc pour le personnel éducatif autour des questions de troubles psy et de santé mentale. La deuxième unité d'acquis d'apprentissage, donc le deuxième gros bloc de ce parcours de formation idéal, c'est le développement du réseau de partenaires sur le territoire local pour pouvoir orienter les publics que l'on rencontre, que l'on accueille vers ces partenaires. Ça, c'est ce que beaucoup de travailleurs de terrain nous ont dit, c'est que vraiment la clé en termes de troubles psychologiques et de santé mentale dans les secteurs d'éducation et de formation professionnelle, c'est d'avoir vraiment un réseau de partenaires vers qui on peut se tourner, parce que quand nous-mêmes, on n'est pas experts des questions, c'est important d'avoir des partenaires vers qui on peut relayer les questions, vers qui on peut orienter les stagiaires également. Donc, ce n'est pas uniquement des partenaires d'orientation, mais ça peut être aussi des partenaires de santé mentale, d'accompagnement des publics, des travailleurs sociaux, etc. Et donc, ce référentiel, on vous présentera à nouveau, comme je l'ai dit, par la suite plus en détail, mais en tout cas, on peut noter qu'il peut être utilisé de 3 manières différentes. En tout cas, nous, on note que ce type de référentiel peut être utilisé de 3 manières différentes. Mais le premier, c'est bien sûr, pour les référents Psy-Cup ou pour les personnes qui ont en charge l'accompagnement des stagiaires, ça peut être utile comme un plan de formation continué. Donc, quel est le parcours de formation approprié à ma fonction? Quels sont les contenus de formation que je dois suivre et le type de formation que je dois chercher pour acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances utiles à mon travail quotidien. Mais il peut être aussi utilisé plus largement par les prestataires de formation, donc les organisations qui organisent elles-mêmes des formations pour professionnels de terrain pour pouvoir organiser des nouveaux programmes, des nouveaux modules de formation autour de l'accompagnement des stagiaires et des apprenants qui présentent des troubles psy. Et puis après, il peut être également utile d'une troisième manière pour les employeurs, donc pour les directeurs, pour les coordinateurs de centres de formation, comme une espèce de fiche de copion ou de fiche de guide pour embaucher des profils d'accompagnement et voir quels sont les bagages de formation, ou en tout cas les compétences et les connaissances qui peuvent être utiles pour la fonction. Et donc, ça veut dire que quand ils reçoivent des candidatures, des CV, des lettres de motivation, ils peuvent mettre en regard les candidatures et ce référentiel, mais aussi et le profil de fonction, en se disant, ah ben tiens, cette personne, elle a suivi telle et telle formation, ou elle a ceci comme bachelier, comme master, comme formation. Ben, justement, ce qu'elle a vu dans cette formation, c'est très utile pour mes apprenants, et donc cette personne a un bon profil. Et donc voilà, un peu une fiche ressource pour embaucher des personnes en charge de l'accompagnement des stagiaires.
Enfin, comme je disais, on a réalisé une troisième ressource qui est une espèce de boîte à outils ou de kit de ressources. Donc, c'est un kit de ressources et d'outils très variés, utiles aux acteurs de terrain pour renforcer, changer, améliorer les pratiques d'accompagnement avec les apprenants ciblés par le projet. Donc, on a récolté un peu plus de 56 ressources, entre 56 et 60, il me semble. C'est des ressources très variées. Il y a des livres, des guides, des articles, des vidéos, des webinaires, des podcasts, etc. Autour, mais de manière très large, de l'accompagnement des stagiaires qui présentent des troubles psy, ou en tout cas autour des questions de santé mentale. Les ressources, bien sûr, sont un peu, pas toutes en français du coup, parce qu'on a des ressources dans chaque langue du partenariat, donc chaque partenaire a donné à chercher lui-même ses ressources. Pour nous, en Belgique, bien sûr, il y a celles que nous, AID, nous avons trouvées en Belgique, mais bien sûr, on peut aussi compter sur les ressources qu'ont trouvées les partenaires françaises, qui sont du coup en français, peut-être liées au contexte français, mais qui est relativement similaire au nôtre sur certains aspects. Et donc voilà, c'est une série de ressources qui peuvent outiller et informer les acteurs de terrain, les travailleurs de terrain pour améliorer les pratiques, mieux comprendre les troubles psy. Donc voilà, les troubles psy, c'est quoi? Quels sont les grands types, en tout cas les maladies de santé mentale les plus souvent rencontrées, quels sont les impacts de ces maladies, que faire vis-à-vis d'un comportement agressif, ou voilà, comment insérer dans l'emploi ces personnes, comment insérer en formation, etc. À nouveau, on vous présentera un peu plus en détail ces ressources par la suite. Voilà pour un peu le contexte ou le cadre. Ce que je peux déjà vous dire, mais on vous le redira après, c'est que donc on a trois canaux de communication autour du projet, en tout cas 3 canaux généraux. On a un site, psych-up.net, qui est en anglais. Voilà, il n'y a pas de traduction française, mais il est plutôt facile d'utilisation, où vous pouvez retrouver des news et des articles sur le projet, mais aussi, bien sûr, les ressources et les productions du projet. Pour l'instant, elles ne sont pas encore toutes, mais elles y seront mises d'ici la fin de l'été dans toutes les langues du partenariat, donc vous pourrez tout retrouver en français également. On a un groupe LinkedIn. Je vous enverrai le lien dans le chat par la suite et par mail. Donc, l'idée du groupe LinkedIn, à nouveau, c'est de partager les ressources du projet, des ressources utiles en lien avec les thématiques du projet, de discuter un peu avec des professionnels de terrain autour des questions. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous avez un compte LinkedIn pour trouver voilà, des ressources utiles, pour discuter, poser des questions, partager des ressources. Si je clique, je ne sais pas si vous verrez le groupe. Non, vous êtes toujours sur ma présentation. Et je vous enverrai le lien du groupe. Et alors, on a aussi une communauté de pratique sur EPAL. Je ne sais pas si certains et certaines parmi vous connaissent le site EPAL. Donc, c'est une plateforme européenne d'échange et de discussion entre acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc, on a un groupe Psycup où on partage à nouveau les ressources du projet, des articles, des ressources intéressantes. Et le site EPAL, je vous le conseille de manière plus large pour trouver des ressources intéressantes, des articles, des outils autour de plein de sujets qui ont attrait à la formation d'adultes et l'insertion socio-professionnelle. Donc, je vous enverrai tous les liens qui sont ici. Vous recevrez Ah voilà, je vois que Maria a partagé sur le chat le lien de groupe. Merci Maria. Donc, vous recevrez les supports de ce matin, et puis aussi des liens utiles pour retrouver toutes les productions. Voilà pour moi. Je vais arrêter le partage, comme ça on se voit en grand. Donc voilà, en gros, ici vous avez eu beaucoup d'informations, j'ai beaucoup parlé d'un coup. Je ne sais pas s'il y a déjà à ce stade des questions sur le projet, sur ce qu'on a fait durant le projet, sur la collaboration. N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole de manière intempestive en me coupant la chic, pas de souci. Ou à écrire dans le chat. Ou alors tout était très clair et je présente magnifiquement bien les choses et vous n'avez pas de questions. De toute façon, on aura un temps d'échange en fin de matinée
justement pour échanger sur toutes les différentes présentations, celle que Salima vient de vous faire, celle que Marina va vous présenter maintenant, et la dernière partie que je vous présenterai. Et je vois que Isabelle dit qu'elle regardera l'enregistrement pour le début. Donc, voilà. Et vous pourrez aussi nous contacter par mail par après si vous avez des questions qui vous sont venues suite à ce webinaire. Évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, Voilà, j'ai j'ai essayé essayé de de voir voir s'il s'il y y avait avait des des mains mains qui qui se se levaient. levaient entre-temps, mais je ne pense pas. Donc, écoute, Salima, si tu as terminé, alors je pense que je vais pouvoir passer la parole à Marina. Oui, je la vois là sur mon écran. Bonjour Marina, et en tout cas, merci pour ta présence aujourd'hui et de partager avec nous les travaux de l'interfédération sur le profil de l'accompagnement psychosocial en CISP, qui a vraiment un réel lien avec les productions qu'on a réalisées dans le cadre de ce projet européen et qui, je l'espère, pourra apporter encore de l'eau au moulin sur le développement de la formation professionnelle en CISP. On verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter, hein, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, hein, notamment nos partenaires. D'ailleurs, je voulais signaler que j'avais vu aussi arriver Sarah, qui est également une partenaire du projet PsycUp. Il y a, j'ai vu passer, hmm, j'ai vu passer Natalia, mais je sais pas que je la voyais plus. Il y a aussi Émilie qui est là. Donc voilà, bonjour à eux et merci aussi à eux d'être présents. Donc voilà, maintenant Marina, je te passe la parole. Ok, bonjour, merci Myriam. J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment contente de pouvoir intervenir aujourd'hui. Et comme je le disais, je retrouve en tout cas toute une série de noms de personnes que je connais et puis d'autres que voilà, je vais découvrir quand ils prendront la parole dans les échanges. C'est vrai que ça aurait été sympa de se retrouver en vrai pour faire toutes les papotes qu'on n'a pas faites pendant tout ce temps-là, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Donc moi, je suis Marina Mirkesh, je suis coordinatrice pédagogique à l'Interfédération des CISP depuis quand même pas mal d'années. Et ça fait aussi pas mal d'années que je travaille avec Myriam. J'avais déjà travaillé avec elle dans une autre vie professionnelle. Et donc, on a continué ici sur les projets référentiels. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir le faire et d'échanger. Voilà, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si je... Oui, c'est possible, je peux. Voilà, et je vais... Voilà. Alors, on m'a demandé d'intervenir pour vous présenter le référentiel de l'accompagnement en CISP. Et donc, je vais aussi vous donner un peu quelques petites indications sur les raisons pour lesquelles on n'est pas sur un référentiel de métier ou un référentiel de formation, mais ça viendra un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais pas présenter le secteur CISP, mais comme je ne savais pas s'il y avait beaucoup de partenaires externes, j'avais mis 2-3 dias quand même. Quelques mots sur l'accompagnement en CISP, la démarche que nous avons mise en œuvre, qui est quand même assez proche de celle qui a été développée dans le cadre du projet PsycUp. Et alors, je vais présenter quelques mots du référentiel. Voilà, le secteur CISP, certains connaissent bien l'image, c'est vraiment un secteur diversifié, 153 centres différents avec 3 catégories de filières, l'orientation professionnelle, la formation de base, la formation professionnalisante et 2 types de démarches pédagogiques. Alors, le secteur 6, c'est aussi l'interfédération des CISP où je travaille, qui a toute une série de missions, dont celle de coordonner et d'organiser la formation continue des travailleurs et des travailleuses du secteur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons réalisé le référentiel de compétences de l'accompagnement en CISP. On n'en était pas à notre premier essai, puisque pour ceux qui sont plus anciens dans le secteur, ils connaissent sans doute le référentiel du métier de formateur de la formatrice classe 1 ou classe 2. Alors, en EFT ou ISP, ça prouve que c'était fait avant le nouveau décret. Et donc, le fait de créer des référentiels métiers et formation pour les métiers du secteur, en fait, ça sert
à organiser la formation continue des travailleurs. Donc, la raison pour laquelle on a mis en place ce travail, c'est pour pouvoir avoir un outil de référence pour organiser la formation. Mais bien sûr, le fait d'avoir cet outil de référence sert aussi à d'autres choses. Ça sert aussi à préciser les contours d'un métier ou d'une fonction. Et donc, on les utilise notamment dans le module de formation Mon métier formateur pour vraiment circonscrire les contours du métier. Mais ça peut servir aussi, comme l'a dit Salima, dans le cadre pour des corps d'eau ou pour des directions, pour définir des profils de fonction au sein même de leurs institutions. Et puis, dans le cadre plus global de la réflexion sur la formation des travailleurs, ça peut aussi nous servir dans des discussions avec des partenaires pour organiser la formation continue. Alors, l'accompagnement en CISP, vous le verrez, on va développer 3 types d'accompagnement et cet accompagnement s'articule autour du travail qui est mené dans le secteur, autour à la fois des ressources, la transmission, en tout cas le travail sur les compétences et sur les ressources métiers, mais aussi les savoirs de base, les compétences transversales qui sont liées à la vie professionnelle et les compétences sociales et citoyennes. Donc, on sait que dans les formations CISP, on va aborder ces 3 types de ressources, ces 3 types de compétences, et l'accompagnement va permettre aux stagiaires d'avancer sur l'ensemble de ces compétences, mais aussi d'avancer dans son propre projet de formation et dans ses propres objectifs. Alors, c'est relativement cadré puisque le décret des CISP, le décret de 2013, pose le cadre de l'accompagnement et particulièrement l'arrêté d'exécution, donc où on met le personnel, on parle pardon, je ne retrouve pas mes notes. Pardon, on définit un peu ce que peut constituer le suivi pédagogique, où on parle d'organisation de bilan en début de formation, d'élaboration et de suivi de programmes individuels de formation sur base d'un bilan, d'organisation d'évaluation intermédiaire, d'organisation de stage, de préparation du stagiaire pour son projet post-formation. Et donc, on a défini dans les arrêtés d'application toute une série de tâches qui doivent être réalisées. Mais on se rend compte aussi que c'était nécessaire de pouvoir un peu aller plus loin que simplement ce qui était décrit dans le décret pour pouvoir mieux encadrer, accompagner les équipes. Alors, tout ça se fait pas de n'importe quelle manière. Le secteur définit aussi des balises pédagogiques pour pouvoir réaliser ce travail. Et donc, en rappelant bien que l'approche des CISP a une visée émancipatrice et intégratrice de la formation, on accueille chaque stagiaire avec son parcours et son histoire. Les CISP développent un cadre organisationnel structurant et bienveillant qui peut permettre à chacun de se poser, de développer un vivre ensemble, de se donner des perspectives, mais aussi de se construire une identité positive. Il y a un processus pédagogique qui permet de construire ses compétences à son rythme en s'appuyant sur ses ressources à partir de projets partagés avec d'autres au sein du centre ou parfois en dehors. Des démarches de formation collective et qui reposent aussi sur une collaboration de divers intervenants à l'intérieur du centre, mais aussi avec des collaborations externes et évidemment le partenariat comme logique d'action. Alors, l'accompagnement, en fait, met en avant que, enfin, la manière dont on conçoit l'accompagnement, c'est que l'acteur principal de l'accompagnement, c'est le stagiaire lui-même, au sein d'un collectif, qui est soutenu dans sa démarche par un travail collégial d'une équipe multi- ou interdisciplinaire. Et donc, vous le savez très bien dans vos pratiques, cet accompagnement va bien au-delà de l'action directe avec les stagiaires et concerne toutes les actions qui visent à créer les conditions pour que le stagiaire puisse se former en vue de s'épanouir et de réaliser librement son projet professionnel de vie dans une société juste et égalitaire. Ça, c'est un extrait de la charte du secteur qui se trouve sur le site de l'Interfédé. Donc, cette dimension d'accompagnement, à la fois, elle est cadrée par un décret, mais elle est aussi cadrée par des options à l'intérieur du secteur. Mais je pense aussi qu'elle est cadrée par des objectifs, des valeurs qui sont portées par chacun des centres. Et puis, elle se retrouve dans des textes, dans des documents
qu'on peut partager. Alors, voilà, donc on se retrouve, nous on a commencé en 2017, donc c'est encore un petit peu avant, toujours avec Myriam, avec ma comparse Myriam, voilà, sur la démarche référentielle. On a commencé en 2013, hein, quand on a travaillé pour les plus anciens aussi sur les référentiels métiers. Il y avait, rappelez-vous, toute une série de groupes de travail et tous ces référentiels sont encore disponibles aujourd'hui sur le site de l'Interfédé et ne sont pas obsolètes. Je pense que certains doivent avoir un petit toilettage, mais néanmoins, je pense qu'ils sont toujours pertinents pour le travail à développer. Et donc, à la fois, on est parti des textes, mais on est aussi parti des pratiques. Donc, la première étape a été de réunir des accompagnateurs sociaux, des coordinateurs, des job coachs, des personnes qui exercent cette fonction d'accompagnant pour identifier les contours de la fonction en identifiant les tâches principales. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a confronté notre travail avec un groupe de directeurs et de coordinateurs parce que quand on est directeur et coordinateur, on a souvent une vision un peu plus large et donc ça nous permettait d'affiner mais aussi de valider ce qui avait été mis en évidence par les travailleurs. On n'était pas encore content au niveau de la validation de ce qu'on avait fait, donc on a fait un questionnaire en ligne vers les CISP et ce questionnaire a permis de récolter toute une série de réactions, d'affiner les réponses, mais aussi de valider et d'amender les contours de la fonction. Et donc, on a produit un premier document qui a été soumis aux instances de l'Interfédé, à la commission pédagogique, et parce que la première question qu'on s'est posée d'abord, c'est est-ce que c'est pertinent de développer un référentiel? Donc, on a fait tout ce travail pour répondre à cette question-là. La réponse a été oui. Et donc, cette réponse, on l'a transmise en l'argumentant évidemment à la commission pédagogique qui réunit les fédérations constitutives de l'Interfédé. Et on a eu pour mission de produire le référentiel. Et donc, la première question, donc voilà, je vais juste vous présenter en quelques mots peut-être les résultats de cette phase exploratoire. On avait identifié 5 tâches principales: l'accueil et le recrutement des stagiaires, l'accompagnement individuel du stagiaire, l'accompagnement collectif du stagiaire, le projet professionnel du stagiaire, le suivi administratif et l'élaboration de partenariats. Alors, ce qui était aussi intéressant dans cette phase-là, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une fonction et pas un métier, un peu comme l'a dit Salima. Ça repose sur plusieurs têtes. Elle peut être prise en charge par plusieurs personnes à l'intérieur du CISP. Ça va dépendre de la structure du CISP, de son nombre de travailleurs. Chez certains, ça peut être uniquement des corps d'eau. Par contre, pour d'autres, ça peut être des personnes qui ont accompagnateurs à la formation, responsable de suivi individuel du stagiaire, assistant social, responsable de suivi psychosocial, responsable de projet et filière et passerelle. Donc, on voit que la manière de nommer la fonction est vraiment très diverse d'un centre à l'autre. Et puis, on s'est aussi rendu compte que les profils des personnes qui exerçaient ces fonctions étaient aussi très variés. Certains avaient des cursus plutôt en travail social, d'autres en logopédie, d'autres étaient instituteurs primaires, d'autres un master en psycho, d'autres en communication sociale. Et donc, c'est pour dire qu'on était devant une relative diversité. Donc, c'est avec tous ces éléments-là qu'on s'est dit, mais on ne peut pas parler du référentiel de l'accompagnement, de l'accompagnateur psychosocial ou social en CISP comme on l'avait pensé au départ, et on a modifié le nom pour en faire le référentiel de l'accompagnement en CISP, de manière à ce que ça colle beaucoup plus aux réalités dans lesquelles se trouve le secteur. Et dans cette réflexion-là, on a très vite mis en évidence qu'il y avait vraiment 3 types d'accompagnement: un accompagnement plutôt psychosocial, pédagogique et socio-professionnel. Je vais y revenir. Alors voilà, ça c'est vraiment le cœur, et si jamais je raconte des carabistouilles, Myriam peut toujours me corriger. Donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on a identifié concernant la mission de l'accompagnement en CISP. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit avec ma flèche, donc l'accompagnement psychosocial à la fois individuel et collectif qui se réalise avant, pendant et après la formation, puisqu'il y a aussi une dimension temporelle qui a été intégrée dans notre réflexion. L'accompagnement pédagogique qui lui aussi est individuel et collectif, qui se réalise avant, pendant et après la formation.
Et enfin, l'accompagnement socio-professionnel, toujours individuel et collectif, et toujours pendant les 3 temps. Et à côté de ça, on a plutôt 3 axes, ou 2 axes, pardon, qui sont transversaux à l'ensemble de ces dimensions. C'est l'accompagnement administratif, individuel et collectif qui peut intervenir à différents niveaux et qui là aussi peut être pris en charge par encore une personne différente. Et alors, 2 volets de la communication externe avec la mise en place de réseaux externes, de partenariats institutionnels et la communication interne à l'équipe, la manière dont on transmet les informations, dont on assure le suivi individuel des stagiaires, dont on partage les tâches aussi, puisque certains peuvent réaliser certaines parties de suivi, mais aussi les contacts avec des instances extérieures. Et donc, voilà, la mission d'accompagnement social en SISP, c'est quelque chose de très complexe, de très large, de très englobant, mais qui en même temps peut se distinguer ou se diviser ou se structurer de manière à ce que ça puisse aussi être réparti d'une part sur plusieurs thèmes, mais aussi à ce qu'on puisse mieux l'appréhender dans sa mise en œuvre au quotidien. Je ne sais pas si à ce stade-ci, il y a des questions. Je ne vois pas vos têtes, donc voilà. Si on a appel à l'équipe. Je ne vois pas de main levée. Je regarde dans le chat. Il y a beaucoup de monde, donc je dois descendre pour être sûr. Non, je pense qu'à ce stade-ci, il n'y a pas de questions. Voilà, et donc sur cette base-là, en fait, nous avons dans un nouveau groupe de travail, puisque chaque fois on a mobilisé des travailleurs du secteur, mis en place le référentiel, on s'est aussi appuyé sur des ressources externes. Donc on a été voir ce qui était réalisé à la fois au niveau du REM, du ROM, donc, pardon, de l'IFAPME, du consortium de la validation des compétences. On s'est aussi appuyé sur le référentiel du formateur en SISP. Donc voilà, on a vraiment été, outre les ressources internes, on a aussi été chercher des ressources auprès d'autres opérateurs. Et donc, on s'est vraiment inscrit dans la démarche référentielle qu'a décrit Salima. Et donc, ce que vous allez voir à partir de maintenant n'est pas vraiment différent, peut-être, sauf peut-être dans le type de mise en page, mais on va y retrouver des choses qu'on peut retrouver dans d'autres types de référentiels qui sont produits au niveau de l'Interfédé. Et donc, voilà, pour l'accompagnement psychosocial, on a identifié plusieurs compétences, des compétences pour soutenir l'accompagnement individuel et pour soutenir l'accompagnement collectif. Et donc, on va retrouver dans ces compétences des éléments qui peuvent en tout cas s'articuler avec le profil du référent PsyCUP. Je pense par exemple, voilà, analyser les besoins psychosociaux avec le stagiaire, et donc c'est peut-être une manière de s'articuler, accompagner le stagiaire ou la stagiaire dans le suivi des problématiques psychosociales, mais aussi organiser des activités collectives d'émancipation et d'autonomie ou créer une dynamique de groupe de manière à ce que les personnes puissent prendre leur place au sein d'un collectif et donc avancer avec d'autres sur leurs problématiques. Sur l'accompagnement pédagogique, là, on est vraiment sur comment faire en sorte que le stagiaire soit dans de bonnes conditions pour apprendre. Et donc, à la fois, ça touche à la réalisation de bilans de compétences et d'évaluation, mais ça touche aussi à identifier ses besoins pédagogiques, ses modalités d'apprentissage, comment ça se passe dans sa tête, de quoi est-ce qu'il a besoin, à lui donner les clés pour pouvoir l'identifier et à mettre en place, d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif, des dispositifs pour soutenir le stagiaire. Et on sait combien cette dimension est importante à la fois pour entrer en formation, mais aussi pour rester accroché à la formation. Et la dernière dimension, c'est l'accompagnement socio-professionnel. C'est toute la dimension sur la construction du projet post-formation, la recherche de stage, mais aussi la préparation du suivi post-formation et accompagner le stagiaire dans la gestion des problématiques socio-professionnelles avec tout ce que recouvre le fait d'aller à l'emploi, aussi les difficultés qu'on peut rencontrer dans la gestion des problématiques personnelles. Et là, il y a une articulation directe qui va se faire aussi avec la dimension de l'accompagnement psychosocial. Ben voilà, sur l'accompagnement administratif, ben voilà, c'est vraiment des tâches administratives. Et sur la communication,
je pense que je l'ai déjà décrit quelque peu. Alors, au niveau de la forme du référentiel, je ne vais pas tout vous présenter. C'est un document qui existe, qui est sur le site de l'Interfédé, qui existe en version imprimée. Et donc, on espère avoir prochainement des activités collectives pour pouvoir vous le remettre. Ça peut être via des activités dans les plateformes, ça peut être via des activités dans les fédérations, des activités à l'Interfédé. Et donc, si vous venez à l'Interfédé en formation prochainement, voilà, n'hésitez pas à le réclamer. Si vous le souhaitez, on vous le remettra avec plaisir. Mais avant de l'avoir en papier tangible et manipulable, ben voilà, vous pouvez aussi aller le télécharger sur le site. Il est tout aussi joli et tout aussi complet. Voilà, donc la déclinaison des compétences, elle se fait, la déclinaison voilà, en aptitude et en savoir. Donc voilà, ici j'en ai repris un, analyser les besoins psychosociaux du ou de la stagiaire avec toute une série de savoir-faire, la prise en compte du stagiaire dans ses caractéristiques, le fait aussi de partager les informations avec d'autres, voilà, le fait d'avoir au niveau des savoir-faire comportementaux une communication qui est adaptée, une posture qui est adaptée, et alors toute une série de savoirs qui sont liés à cette posture, avec notamment, ben voilà, je reprends des notions de droit, de psychologie, de sociologie de la santé. Donc voilà. Toujours sur le volet individuel et psychosocial, ben, accompagner le stagiaire dans la gestion des problématiques psychosociales. Voilà, je vous laisse découvrir d'autres types de savoir-faire et de savoir-faire comportementaux, où on va retrouver là également le fait d'accompagner le stagiaire dans le fait de pouvoir identifier lui-même ses problématiques et de mettre en place des choses pour pouvoir y répondre. L'accompagnement, on est toujours sur l'accompagnement psychosocial. Et alors, voilà, j'avais aussi une dia sur l'accompagnement pédagogique pour montrer un peu ce que ça pouvait être. Donc, organiser des activités adaptées aux besoins d'apprentissage. Voilà, c'est à la fois participer aux réunions pédagogiques pluridisciplinaires. Donc, c'est tout l'intérêt d'un travail collectif pour pouvoir réaliser cet accompagnement, mais aussi pouvoir adapter les activités d'apprentissage en fonction des résultats. Ici, on cite les bilans de compétences et les PIF, mais dans les 3 petits points, on peut aisément y retrouver d'autres types d'éléments. Et dans les savoir-faire comportementaux, on va vraiment retrouver adapter sa communication au groupe, adopter une posture d'écoute, respecter les règles éthiques et déontologiques, susciter la participation, entrer en relation avec le groupe et avec les personnes, et là aussi toute une série de savoirs. Alors, voilà, dans la communication interne, dans la communication externe, j'ai également repris quelques éléments sur la transmission d'informations. Et là aussi, je pense que les liens peuvent être faits facilement avec le référentiel que vous allez présenter. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est la même chose, je pense que c'est pour dire que ça s'articule et que sans doute que ça le complète vraiment très bien sur une dimension particulière qui est cette prise en compte d'un public qui a des fragilités au niveau psychologique. Voilà. Et alors, pour terminer, j'avais envie d'être sur un autre ton. Et donc, dans le référentiel, on a mis un petit poème. Et donc, j'avais envie de vous le partager avant de conclure. Donc, voilà, je vais simplement le lire. Accompagner l'autre, c'est être ouvert à la relation. Accompagner l'autre, c'est prendre le temps d'établir le contact. Accompagner l'autre, c'est prendre son pas, ne pas chercher à le précéder, pas plus qu'à rester en arrière. Accompagner l'autre, c'est reconnaître et accepter ses différences. Accompagner l'autre, c'est respecter ses choix, ne pas vouloir lui imposer notre point de vue. Accompagner l'autre, c'est lui permettre de partager ce qu'il ressent. Accompagner l'autre, c'est comprendre ce qu'il dit à travers larmes, colère, espoir, abandon. Accompagner l'autre, c'est être solidaire tout en respectant sa solitude. Accompagner l'autre, c'est être disponible à ses mots, afin que le sens de sa parole ne soit pas déformé par notre manière de la recevoir. Accompagner l'autre, c'est mettre de côté nos critères, nos jugements de valeur. Accompagner l'autre, c'est parfois écouter et entendre autre chose que la parole dite. Accompagner l'autre, c'est être présent. Et donc voilà, vous tous qui êtes sans doute des professionnels de l'accompagnement, je voulais aussi vous remercier pour ce travail accompli avec les stagiaires, avec vos stagiaires, avec vos équipes. Et j'espère que ce référentiel
que je vous invite vraiment à découvrir et à rentrer dedans de manière plus approfondie, pourra éclairer votre pratique et pouvoir aussi vous donner des pistes de formation. Et j'espère que de notre côté aussi, ça nous permettra d'en créer de nouvelles. Simplement dire qu'on souhaite, à partir de début 2022, créer un groupe de travail pédagogique. Oui, c'est sûr, oui, ça. Pardon? On souhaite créer un groupe de travail pédagogique à partir de 2022 autour de l'accompagnement en CISP. Et donc voilà, j'annonce déjà, on n'a pas encore de date, mais c'est dans les cartons. On voudrait faire aussi une matinale, mais on l'a un peu reporté vu l'actualité de la rentrée qui risque d'être un petit peu chaude au niveau du secteur et de l'interfédé. Voilà, merci pour votre attention. Et voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Merci Marina. Merci beaucoup pour cette belle présentation du référentiel qui a été développé de manière vraiment appliquée avec des professionnels de terrain pour refléter au mieux les réalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir dans le chat. Des questions peut-être sur le référentiel, sur un peu plus le contenu du référentiel ou la manière dont il a été construit. Myriam. Donc, je vois dans le chat, en tout cas, pas mal de messages qui félicitent pour le travail accompli. Je pense qu'il y a un waouh particulièrement dédié au poème évoqué par Marina. Et donc, effectivement, c'est vraiment le moment, l'instant, si vous avez des questions, des interrogations sur les différents travaux qui ont été déjà présentés jusqu'à maintenant, de poser vos questions et surtout particulièrement à Marina qui est là aujourd'hui. Je vois beaucoup de merci. Apparemment, jusqu'à présent, tout le monde a été très, très clair. À mon avis, ça va se compliquer quand je vais prendre la parole et que je vais aborder la méthodologie un petit peu plus en profondeur avec vous. Je ne dirais pas sortez les Dafalgan, mais peut-être. Mais je vais essayer de faire quelque chose quand même d'assez soft par rapport à ça. Myriam, Je regarde, juste peut-être une remarque, oui. ta voix n'est pas très stable. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais par moment, voilà. Et donc, je ne sais pas. Je vais peut-être me rapprocher parce qu'en fait, j'ai dû mettre des écouteurs parce qu'on est dans la même salle et c'est peut-être ça le captage du micro. Donc, vous allez voir mon gros nez en gros plan, ça va être très agréable. c'est vrai que si tu fais… Ça va mieux, Oui, Marina, oui, c'est mieux, surtout si tu fais une présentation, sinon on risque de perdre le fil. Et donc, voilà, on aura… Voilà, merci beaucoup. Ça va. Donc, ça va. Ça n'a pas l'air d'être un problème de connexion, c'est juste peut-être juste le fait que j'étais un peu loin de mon micro. Ok, là, je ne vois pas encore de réaction, pas de questions en particulier. Donc, je vais peut-être alors enchaîner avec la troisième partie des présentations. Je vais voir le partage de mon écran ici. Je voulais d'abord, avant de vous partager mon PowerPoint, voir avec vous les productions, à quoi ça ressemble. J'avais tout préparé à l'avance, mais il me fait des petites surprises. Donc, je vais faire ça comme ça. Je reviens ici. Il faut que je trouve le bon dossier. Ah, il est ici. Voilà. Est-ce que on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit le… Oui. Ok. Donc, dans le cadre du projet, donc on vous a dit, on a trois productions principales. Donc, le profil de fonction du référent en troubles psychiques. Et vous voyez, en fait, on a une version commune à l'ensemble du partenariat
du projet, mais on a également une version adaptée pour chaque pays. Donc ici, vous recevrez, enfin, vous aurez accès à la version commune, mais celle-ci, c'est la version adaptée pour le secteur ISP belge francophone. On a fait deux parties en fait à ce document. Une partie qui est plus un guide pratique et qui va en fait vous représenter un petit peu tout ce que Salima vous a raconté en début de séance sur comment est-ce qu'on a abordé la création de ce profil de fonction et les adaptations que nous on a apportées par rapport à la Belgique. Donc ça, c'est dans le cadre de la première production intellectuelle, comme on dit dans les projets Erasmus+. Donc, c'était plus facile de vous faire défiler ça à l'écran que de vous mettre des slides en PowerPoint. Donc, on vous invite vraiment à consulter ces différentes productions. Nous avons également la version du profil de formation dans laquelle vous aurez une partie guide méthodologique. Donc là, je change le profil de fonction, partager. Voilà, une partie sur la méthodologie, c'est peut-être un peu petit. Hein. Comme ça, je regarde Salima pour est-ce que je partage bien la partie 2 méthodologie. Ok. Ça, je ne sais pas comment on fait comme ça. Ah oui, ça. Merci Salima. Donc, dans le cadre de la création du référentiel de formation du référent donc, en matière de troubles psychologiques, on s'est dit que dans le cadre du projet, ce qui était également une production intéressante à réaliser, c'était de décrire la méthodologie utilisée et je vais plus baser ma présentation aujourd'hui sur le lien entre c'est quoi la méthodologie référentielle et comment on est arrivé donc à la création de ce profil de fonction et de ce référentiel de formation. Donc, dans le cadre de mon PowerPoint, je n'ai eu l'occasion que de faire quelques captures d'écran, mais je vous rassure tout de suite, vous aurez en fait cette méthodologie qui est expliquée dans cette partie de la production du référentiel de formation. Donc voilà, donc c'était simplement pour vous montrer qu'il y a certaines captures d'écran que vous allez voir dans ma présentation, que vous allez retrouver dans ce fameux livre. Donc là, ici, je vais faire un nouveau partage. Ok, je me tourne de nouveau vers Salima, voilà, parce que je ne vous vois pas. Ok. Donc, comment est-ce qu'on a créé ce profil de fonction et ce référentiel de formation? Comme Salima l'a déjà évoqué en début de séance, on a utilisé la méthodologie référentielle. Et je trouvais vraiment que c'était important, dans le cadre de ce webinaire belge, de faire un focus sur cette méthodologie en profitant pour vous présenter un petit peu en fait les instances qui sont existantes en Belgique francophone et qui gèrent la production de ces fameux profils métiers et profils de formation et d'évaluation. Donc en fait en Belgique francophone, vous avez le service francophone des métiers et des qualifications, qui est l'organisme officiel qui réalise ces fameuses profils métiers et profils de formation. Et Marina vous l'a évoqué tout à l'heure, vous avez entendu qu'au niveau de l'interfédération des CISP, on avait créé nos propres profils métiers formation, tout simplement parce qu'au niveau du SFMQ, donc le service francophone des métiers et des qualifications, ils n'ont pas encore développé tous les métiers et entre autres les métiers qui sont plus particulièrement ciblés par les formations que nous donnons en CISP ne sont pas développés parce que ce sont des métiers qui sont ciblés à des bas niveaux de qualification. Donc on parle des premiers niveaux de qualification du cadre européen de certification et qui se retrouvent donc sur le cadre francophone des certifications
j'ai mis ici un petit schéma qui clarifie les concepts entre profil et référentiel. C'est vrai que l'appellation utilisée au niveau du SFNQ, c'est bien l'appellation profil métier, et que dans le cadre des travaux qu'on a réalisés avec l'interfédération pour la réalisation de, de nos différents référentiels, nous on a plutôt utilisé le terme de référentiel. Mais sachez qu'un profil, c'est bien une norme commune de référence sur laquelle on se base pour pouvoir effectivement identifier les différentes activités qui font partie d'un métier et les différentes compétences qui les composent. Et grâce à ça, on va pouvoir créer le profil de formation ou encore appeler référentiel de formation quand vous allez consulter les référentiels de l'interprété. C'est grâce à ce référentiel ou profil de formation que vous, en tant que centre de formation, vous allez pouvoir développer votre programme de formation. Dans le cadre de ce projet, comme vous l'a dit tout à l'heure Salima, on n'a pas développé le profil d'évaluation qui est lié donc, aux différentes tâches à évaluer qu'on a identifiées dans le référentiel de formation. Mais par contre, les partenaires du projet ont quand même identifié pour chaque unité développée quel pourrait être le type de programme de formation développé sur base de ces unités. Donc, cette méthodologie référentielle, vous le voyez ici sur ce schéma, en fait, l'objectif, c'est de permettre quoi? C'est de permettre la reconnaissance des acquis, la fluidification des parcours de formation de nos stagiaires, parce que si on utilise des normes communes, eh bien, les offres de formation sont plus transparentes et les partenaires de filière peuvent avoir une vision plus claire de ce que le stagiaire a atteint comme objectif. Et donc, cette reconnaissance des acquis va lui permettre, d'une part, soit de poursuivre son parcours de formation ou, d'autre part, de s'orienter vers l'emploi. Ici, dans le cadre de notre secteur, donc on fait partie de la formation non formelle. On ne délivre pas encore malheureusement des attestations de fin de formation qui permettent une reconnaissance automatique des acquis. Mais vous allez voir dans les semaines et les mois qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont bouger par rapport à ça, grâce à un autre projet dans lequel l'interfédération a été impliquée et moi-même aussi d'ailleurs. Vous avez peut-être participé d'ailleurs au webinaire de clôture le 22 juin, qui était un projet en partenariat avec le SPOE et mené par le CDE pour avancer justement dans la reconnaissance des acquis des stagiaires en CISP. Mais donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous poser le contexte. Donc, c'est quoi un référentiel ou un profil métier compétence? Comme je vous l'ai dit, eh bien, ça décrit en fait l'ensemble des caractéristiques de l'emploi et aussi donc ce qu'on appelle les activités clés qui y sont associées. Les activités clés, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce que la personne fait quand elle doit faire ce métier. Je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint part tout seul, mais donc je reviens à ma dia précédente. L'objectif de ce référentiel ou profil métier, donc, c'est bien d'identifier les compétences qui sont requises pour exercer l'emploi métier. Vous avez vu dans la présentation de Marina que pour le profil de l'accompagnateur en CISP, l'ensemble des activités clés étaient effectivement déclinées en compétences et chacune des compétences était elle-même déclinée en ce qu'on appelle savoir ressources à mobiliser, c'est-à-dire les aptitudes qui sont composés des savoir-faire et des savoir-faire comportementaux et des savoirs. Donc, en Belgique francophone, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a un cadre francophone des certifications qui est directement lié au cadre européen des certifications et qui identifie 8 niveaux, on va dire, de qualification. Le niveau le plus bas étant niveau 1, le niveau le plus élevé étant le niveau 8. Et il y a des descripteurs, on appelle ça des descripteurs du niveau pour chacun des niveaux qui reprennent donc les aptitudes et les savoirs à mobiliser par rapport au niveau identifié, mais aussi en fait le niveau de responsabilité, d'autonomie et de complexité du travail. Et c'est comme ça qu'on peut positionner en fait
des compétences, c'est bien une norme commune et c'est bien le trait d'union, donc comme je vous l'ai montré dans le schéma précédent, entre le monde de l'emploi et le monde de la formation. Et ces normes sont là aussi pour pouvoir identifier comment évaluer avec des critères et des indicateurs observables par rapport à ces fameux niveaux de qualification requis. Pour pouvoir réaliser ce fameux profil métier-compétences, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. Comme je vous le disais, elles sont plus développées dans la partie guide de notre production sur le référentiel de formation. La première grande étape, c'est d'établir les différentes activités clés. Ensuite, les compétences qui sont liées et ensuite les ressources. Et autant Salima que Marina vous a évoqué les différentes démarches pour pouvoir en fait identifier quelles étaient les activités clés qui faisaient partie des métiers. Il y a des ressources externes dont on peut s'emparer, mais aussi le fait d'interroger les spécialistes du métier, d'où la pertinence de faire des focus group, des questionnaires, pour pouvoir établir l'ensemble des activités clés qui font partie du métier idée. Et puis après, ensemble, de pouvoir définir quelles sont les compétences que je dois mobiliser pour être en capacité de réaliser ces activités clés. Et puis encore aller plus profondément pour les compétences, identifier l'ensemble des attitudes et des connaissances qu'il faut pouvoir mobiliser tout ensemble pour dire que la personne est effectivement compétente. Donc ici, je vous ai fait des screenshots des activités clés que nous avons identifiées pour le profil de fonction du référent PsycUp. Je ne vais peut-être pas aller en détail et vous lire tout ce qu'il y a écrit sur les slides. Je vous invite vraiment à vous emparer des productions que vous pourrez télécharger sur le site du projet, mais qu'on mettra aussi sur le site de l'AID. Donc ici, nous avons la première activité clé qui est développer un réseau de partenaires sur son propre territoire. Donc ici, on a identifié une compétence principale à cette activité clé-là, où on a bien identifié l'ensemble des ressources qu'il fallait mobiliser pour être en capacité donc, de développer des relations partenariales avec les acteurs du territoire. La deuxième activité clé, c'est accueillir et accompagner des personnes ayant des troubles psychiques tout au long de leur parcours de formation ou éducation. Dans le cadre du projet, on avait également des acteurs qui étaient issus d'éducation. Cette activité clé est déclinée en trois compétences, qui est accompagner l'apprenant à chaque étape de son parcours de formation-insertion, l'accueil en amont, pendant et à la sortie. On a la deuxième compétence qui est orientée ou redirigée vers les services appropriés, médico-psychosocial. Quand je vous évoque ces différentes compétences, activités clés et compétences associées, comme le disait Marina tout à l'heure, on voit bien que ce sont des compétences qui vont venir s'additionner à des compétences qu'on a identifiées dans le cadre de l'accompagnement psychosocial, de l'accompagnement pédagogique et de l'accompagnement dans l'insertion professionnelle. Une troisième compétence qui est accompagner l'apprenant dans la gestion des troubles psychosociaux. Et enfin, la troisième activité clé qui est composée de la compétence assurer un suivi des troubles psychiques, développer une politique d'inclusion au sein du centre de formation et à l'extérieur de celui-ci. Donc là, à nouveau, vous voyez bien qu'il y a des parallèles à faire entre le profil qui a été développé au niveau de l'interprété sur l'accompagnement psycho-socio-pédagogique en ISP et ce profil de fonction qui est vraiment plus ciblé sur les problématiques de stagiaires qui présentent des troubles psychiques et psychologiques. Donc, dans la présentation de Salima, elle a bien évoqué que
on peut utiliser ce profil de fonction non seulement dans le cadre du développement de la formation continuée des travailleurs, donc par exemple l'interfédération pourrait s'en emparer pour pouvoir développer leur offre de formation, mais ce profil de fonction peut également être utile directement à un responsable de centre qui voudrait pouvoir faire un engagement justement spécifique parce que dans son centre, il rencontre peut-être un nombre élevé de personnes rencontrant ce type de troubles et il souhaiterait avoir un accompagnateur qui possède également ces compétences autour de l'accompagnement des personnes ayant un trouble psychique ou psychologique. Donc ici, on passe à la deuxième grosse production et sur comment est-ce qu'on produit ce fameux référentiel de formation. Donc d'abord, le référentiel de formation, c'est quoi? Il va dégager ce référentiel de formation les compétences et les savoirs ressources qui peuvent être objets de formation, parce que toutes les compétences ne peuvent pas être objets de formation. Il y a des compétences qui doivent vraiment se développer dans le faire, on va dire dans l'emploi. Par contre, on peut développer dans le cadre de la formation un programme autour de connaissances théoriques de base à mobiliser pour pouvoir développer ces compétences. Un exemple que je donne souvent, par exemple, quand vous faites justement dans le cadre des métiers de la santé, l'accompagnement des familles dans le cadre du deuil, dans la formation, vous n'allez pas, enfin c'est impossible ce que je veux dire, vous n'allez pas tuer la grand-mère de quelqu'un pour permettre à votre stagiaire d'aller accompagner comme il se doit les familles dans le cadre du deuil. Donc, pour vous donner un exemple un petit peu concret de ce qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut que ça puisse être objet de formation. Et donc, ce référentiel va aussi décrire l'ensemble des objectifs qui sont visés donc, par la formation dans le cadre d'unités d'acquis d'apprentissage où vous verrez dans les référentiels de l'interfédération, on les appelle aussi les unités de formation. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que un référentiel de formation, c'est un outil qui permet d'avoir une norme commune, mais qui laisse toute la liberté pédagogique à chacun de développer son propre programme de formation sur base de ces fameux objectifs pédagogiques qui sont identifiés dans les unités d'acquis d'apprentissage. Donc, dans le cadre du projet, je le répète, on a proposé dans notre référentiel de formation pour chaque unité développer des propositions de programmes de formation, mais voilà, libre à chacun en fonction de ses propres besoins et de son propre contexte. N'oubliez pas que c'est un projet européen avec différents pays, est en droit de créer son propre programme de formation. Alors, la première grande étape de réalisation d'un référentiel de formation, c'est de créer ces fameuses unités d'acquis d'apprentissage qu'on appelle UAA ou unités de formation qu'on appellera alors UF. Pour pouvoir créer ces unités, en fait, il y a, on va dire, 4 techniques: la fusion, la symétrie, le fractionnement et le mélange. Vous verrez ici que dans le cadre de notre projet, c'est un petit peu flou, je suis désolée, mais notre première UAA a été créée sur la technique de la fusion. C'est quoi la technique de la fusion? Vous voyez, c'est qu'on a pris l'ensemble des compétences de l'activité clé 2 et l'ensemble des compétences de l'activité clé 3, on les a fusionnées dans une seule unité de formation. Et dans le cadre de l'unité d'acquis d'apprentissage 2 de notre projet, par contre, la création s'est faite par la technique du mélange ou du mix, c'est-à-dire qu'on a pris l'activité clé 1, l'ensemble des compétences de l'activité clé 1, mais on a été chercher la compétence 2 de l'activité 2 pour créer en fait l'UAA 2 qui est développer un réseau de partenaires sur son territoire local et orienter les publics vivant avec des troubles
Alors, donc, la fusion, je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement quand l'unité est créée à partir de, des activités clés, on va dire complémentaires. La symétrie, ben, c'est qu'une seule activité clé ben, correspond à une unité de formation ou une UAA. Et le fractionnement dont je ne vous ai pas encore parlé est créé sur base d'une même activité clé. Vous avez plusieurs en fait unités de formation qui sont créées. Donc, imaginons, j'ai l'activité clé 1, au lieu d'avoir une seule unité de formation, je vais en créer 2. Pourquoi je vais en créer 2? Ben, vous le voyez ici sur mon slide, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques qui vont se retrouver dans une même activité clé et que dans le cadre ben, de la formation liée aux méthodes pédagogiques, c'est plus facile de les travailler séparément et donc d'identifier deux unités qui vont être séparées. Et donc le mélange, en fait, vous voyez que c'est un peu une combinaison des techniques de fusion et de fractionnement. Je vous disais qu'on prend parfois une activité clé entière, mais certaines compétences d'une autre activité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette troisième technique. Et donc, pourquoi on les organise comme ça? Parce que ben, là, on est dans le monde de la formation et il faut aussi que ça soit cohérent par rapport à une progression pédagogique qu'on veut mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de compétences à atteindre. Une fois qu'on a réalisé ces unités, donc, on va devoir en fait décrire l'objectif général de la formation ainsi que les objectifs spécifiques. Et il faut vraiment pouvoir les décrire de façon où les différentes compétences à mobiliser vont générer un comportement qui est vraiment observable par le formateur et par après, si on continue à développer les référentiels, par les évaluateurs. Donc, on travaille ces grands objectifs généraux, on les décline en objectifs spécifiques, et c'est lorsqu'on va s'approprier ce référentiel de formation et qu'on va voir l'ensemble des objectifs généraux et spécifiques à développer pour l'unité, bah, qu'on va pouvoir en fait construire son fameux programme de formation et mettre en place des cours techniques, des ateliers pratiques, euh, des cours généraux, enfin, ça dépendra des objectifs à atteindre et ça dépendra aussi de la pédagogie choisie par le centre, s'ils sont plutôt défis ou ils sont plutôt EFT. Donc vraiment, le référentiel de formation, c'est vraiment un outil à l'usage des pédagogues pour pouvoir construire leur offre de formation et pouvoir construire leur programme. Et donc voilà, comme je vous le disais ici, vous voyez que sur base des trois activités clés de notre profil de fonction, on a donc créé deux unités d'acquis d'apprentissage, une autour de l'accueil et du soutien des personnes qui vivent avec des troubles psychologiques tout au long de leur parcours de formation, mais comme Fanny m'a le précisé aussi tout à l'heure, c'est aussi une unité qui vise aussi le soutien des encadrants, donc des accompagnateurs, des formateurs et des enseignants, et l'autre unité autour du développement d'un réseau de partenaires sur son territoire local et orienter les publics vivant avec des troubles psychologiques vers ces partenaires. Alors, je vais quand même vous repasser le document qui vous présente les unités plus en détail. Il est ici. Et là, je le vois. C'est la note méthode. Je ne le vois pas. J'ai trop de choses ouvertes, je pense.
l'instant, il est là, mais il ne veut pas s'afficher sur mon écran. Ah, voilà. Merci, Salima. Donc, si tu peux dérouler pour qu'on voit les fiches pour chaque unité. Donc là, c'est ce que je vous ai projeté. Voilà. Donc ici, vous voyez à quoi ressemble la présentation de chaque unité. Donc pour chaque unité, vous avez les résultats d'apprentissage visés et les différents objectifs avec les séquences de formation. Et dans l'encadré sur la séquence, c'est ce dont je vous parlais. Pardon. Je vais aussi un petit peu d'eau. Le partenariat, dans le cadre du projet, a aussi identifié le programme qui pourrait découler de ces différentes séquences. Donc voilà, ça c'était l'unité 1. Vous voyez, c'est quand même assez long, on ne va pas rentrer dans les détails ici. C'est juste pour que vous ayez une idée. Ça, c'est voilà, la deuxième unité. Voilà, je ne sais pas, j'ai vu, pendant que je parlais parfois dans la discussion, des choses qui apparaissaient. Je ne sais pas, Salima, si tu avais déjà repéré des questions. Oui, donc il y a eu des petits échanges, mais pas sur les référentiels. Je disais que donc vous recevrez bien sûr toutes les ressources, les productions du projet et les présentations de ce matin par mail dans les prochains jours, dans l'après-midi si tout va bien, mais lundi ou mardi au plus tard en tout cas. Il y avait une question, mais plutôt relative à la présentation de Marina et à l'idée d'organiser un groupe de travail à l'interfédé autour de l'accompagnement. Donc, tu disais, Marina, en 2022 plutôt. Oui, en fait, dans le cadre du programme de formation, on a effectivement l'intention de continuer le travail autour de l'accompagnement pour voir comment outiller mieux les personnes qui assurent cette mission ou ces missions. Mais voilà, il y aura plus de détails puisque c'est pour 2022. On va plutôt se pencher dessus sur sa mise en œuvre à l'automne. Peut-être juste si j'ai la parole, en tout cas, merci Myriam pour la présentation. C'est toujours, moi je trouve ça toujours clair, mais peut-être que je ne suis pas une bonne référente puisque je fais ça avec toi depuis tellement d'années. Néanmoins, peut-être que vous avez observé que dans le référentiel de l'interfédé, on n'est pas du tout sur le référentiel de formation ni d'évaluation. Donc nous, on s'est limité au référentiel des compétences. Mais on peut toujours aller plus loin et parfois on décide de ne pas le faire. Et je sais que sur les référentiels d'évaluation, on avait décidé par exemple pour le métier de formateur de le réaliser, mais tout en étant aussi un peu critique ou en questionnement par rapport au fait de donner parfois des cadres trop restreints et qui n'étaient pas toujours adaptés à la méthodologie qu'on mettait en œuvre au niveau du secteur. Enfin voilà. Alors peut-être juste un autre complément d'information aussi, c'est que l'interfédé siège au SFMQ, dont Myriam a parlé, et donc que des travailleurs du secteur sont régulièrement invités aussi à participer à des commissions de production de référentiels. Donc voilà, c'est aussi une autre info. Donc, si vous voyez passer de l'info, ne soyez pas surpris. Ça fait partie du processus normal. Et répondez-y, c'est toujours important. Donc, voilà, merci. Merci Marina. Et donc ici, avec ce que vous a présenté, Marina d'une part avec le référentiel plus global de l'accompagnement des stagiaires, et ensuite Myriam avec les résultats du projet PsycUp, donc le profil de fonction qui détaille les activités et les compétences du référent en troubles psy, et ensuite le référentiel de formation. On a déjà voilà, trois ressources qui sont complémentaires pour mieux envisager voilà, la fonction d'accompagnement. Ça veut dire quoi accompagner les stagiaires, qu'est-ce qu'on doit faire avec les stagiaires, en tout cas quelles sont les activités à mener, le rôle, la posture et les missions des personnes qui font cet accompagnement. Et puis après, de manière plus précise ou plus affinée, dans le cadre des stagiaires qui présentent des troubles psychologiques, quelles sont un peu les actions spécifiques à mener, les connaissances spécifiques à avoir, les compétences plus fines, plus spécifiques, plus techniques peut-être à mobiliser pour améliorer l'accompagnement des stagiaires. Et donc, c'est vraiment
ce ne sont pas des outils pédagogiques qui permettent, par exemple, une fiche qui permettrait d'adapter directement le programme de formation en fonction du trouble d'apprentissage, par exemple, que présente la personne, ou une fiche sur comment faire quand mon stagiaire est violent, etc. Mais c'est plutôt des outils qu'on peut utiliser à un niveau un peu méta, entre guillemets, pour améliorer nos pratiques professionnelles et voilà, acquérir de nouvelles compétences, voir un peu quelles sont les postures et les aptitudes à adopter vis-à-vis des stagiaires, etc. Et alors, pour clôturer la présentation des résultats, je vais passer au troisième résultat du projet PsycUp. Comme je vous l'ai dit en introduction, donc on a une troisième production qui est un kit de ressources. Alors, le PowerPoint est là. Donc, c'est une espèce de kit de ressources, ou en tout cas de collection de ressources qui peuvent être utiles aux acteurs de terrain, aux accompagnateurs de stagiaires en organisme de formation pour voilà, s'outiller, s'informer sur ouais, comment améliorer, comment mieux comprendre les troubles psy et voilà, quel comportement je peux avoir, etc. Donc, c'est une collection j'ai dit 56 ressources sur la slide, mais il y en a un peu plus en fait, donc entre 56 et 60. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est varié au niveau du format et c'est varié aussi au niveau des langues. Donc, on en a en français que nous avons recueilli, nous, à ID et les partenaires français, mais voilà, il y en a aussi en grec, en espagnol, en italien et en bulgare. Donc voilà, si vous êtes polyglotte, vous pourrez utiliser toutes les ressources. Si vous êtes un peu moins polyglotte, peut-être qu'il y a juste celles de nos partenaires français et les nôtres qui vous intéresseront. Et donc, à nouveau, quelle est un peu la forme de ces ressources, ou quel est l'objectif de cette production? C'est une production qui vient en complément de celle qu'on a réalisée, donc le profil de fonction et le référentiel. Et donc, ce n'est pas des outils pédagogiques, en tout cas pas uniquement des outils pédagogiques pour accompagner les stagiaires, adapter le programme de formation, etc., mais plutôt des ressources informatives, un peu de la documentation peut-être, concernant les troubles psychologiques des apprenants, la santé mentale au sens plus large, voilà, l'inclusion de personnes avec des troubles psy, l'inclusion dans l'emploi, le job coaching, etc. Donc, c'est vraiment plutôt des ressources, en tout cas l'idée qu'on avait et qu'on a prise, en tout cas nous, à ID, pour sélectionner les ressources, c'est se dire, voilà, quand on est accompagnateur ou formateur sur le terrain en CISP, on est démuni pour l'accompagnement de ces stagiaires plus particuliers, et parfois on ne comprend pas bien ce qu'est un trouble psychologique, quelles sont les maladies de santé mentale les plus courantes, quels sont les impacts, les signes et les conséquences de ces maladies, de ces troubles sur le stagiaire, que faire. Voilà, parfois, on a peut-être des stagiaires qui ont des comportements un peu violents ou un peu de repli sur eux-mêmes, voilà, beaucoup de stress, d'anxiété. Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ces stagiaires? Quelles sont les réactions à adopter? Comment je peux parler de leurs troubles avec mes collègues et avec les stagiaires? Voilà, comment un peu gérer au quotidien ma posture et mes comportements avec le stagiaire? Ici, donc cette production, elle est en cours de finalisation. Donc, comme on vous a dit, le projet se clôture cet été, fin août. Donc, ici, c'est la dernière. Donc, voilà, il y a encore des petits aménagements de mise en page et de traduction à faire. Mais la production, ce sera une série de fiches d'identité, en fait, et des ressources qui vous donneront accès à ces ressources, ces 56 à 60 ressources autour des troubles psy des apprenants. Donc ici, je vais vous présenter rapidement les 8 ressources que nous, à ID, avons sélectionnées. Les fiches sont en anglais, mais je vous parlerai en français, pas de souci. Donc ici, c'est un peu le layout final. Donc il y a les ressources seront triées un peu par type, par gros type de ressources. D'une part, un peu plus les livres, les guides pratiques, etc. Ensuite, des ressources plutôt audio, vidéo, donc voilà, des podcasts, des webinaires, des tutos, etc. Une troisième catégorie qui est plutôt voilà, des formations existantes en ligne, papier ou en tout cas en présentiel autour de ces questions. Et enfin, une quatrième ressource un peu plus large avec d'autres types de ressources, des articles, des sites internet, des catalogues, etc.
Et donc, nous, on a sélectionné 8 ressources. On en a 3 qui sont plutôt du type livre, guide. La première, c'est, peut-être que certains connaissent déjà, c'est l'indispensable version belge de Similes. Donc, Similes qui est une association ici wallonne de familles et de proches de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des troubles psychologiques, psychiatriques, etc. et qui développe toute une série de ressources très intéressantes pour mieux envisager voilà, les maladies, pour que les personnes qui font partie de l'entourage des personnes malades comprennent mieux ce qu'est la maladie, soient épaulées dans leur posture d'aidant un peu. Et donc ici, c'est un guide qui présente, je pense que si je clique dessus, vous n'allez pas voir le guide, vous allez continuer à voir mon PowerPoint. Effectivement. Donc voilà, ce sera le suspense, vous devrez aller découvrir plus tard. Et donc voilà, c'est un guide qui présente les grands types de maladies de santé mentale qui existent et qui donne des infos sur des ressources et des organisations existantes en Belgique à mobiliser pour avoir des ressources, des supports, des relais, mais qui aussi fait fournit aussi des petites fiches pratiques sur voilà, comment gérer une situation, un comportement violent de mon proche qui est malade, comment gérer mon stress et mes réactions. Et donc, c'est un guide qui est destiné aux familles et aux proches, mais pour nous, c'est aussi intéressant pour les travailleurs qui sont en contact avec des personnes qui ont des maladies de santé mentale et des troubles psy, parce que ce qui est mis est assez général et donc qu'on soit frère ou père ou sœur d'une personne malade peut s'appliquer aussi à un formateur, un encadrant qui ne sait pas quoi faire à nouveau dans une situation violente, dans une situation de stress. Il y a aussi une question d'aptitude, voilà, quel comportement on adopte, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne, comment parler avec elle de cette maladie, de ces troubles, etc. La seconde ressource, c'est une ressource de la Fondation Rabaudouin qui s'appelle Tous fous, parler autrement de la santé mentale. C'est une ressource, un petit guide sympa qui traite plutôt des représentations qu'on a de la santé mentale et des troubles psychologiques et de comment on en parle, de comment on communique sur ces troubles, comment on parle avec les personnes qui ont ces troubles et comment, voilà, quels préjugés on a et comment on peut déconstruire ces préjugés. C'est intéressant pour voilà, réfléchir nous-mêmes aux préjugés qu'on porte parfois sur les personnes qui ont des troubles psychologiques, mais ça peut aussi être intéressant pour en faire découler des discussions et des animations en équipe pour mieux envisager les communications avec les stagiaires qui présentent des troubles et autour des troubles en formation. Voilà, un peu bâtir une politique d'inclusion plus bienveillante en équipe. La troisième, c'est un rapport de recherche. C'est plus large que la santé mentale et que les troubles psy. C'est vraiment sur la santé de manière globale, donc autant psychique que physique, des travailleurs sans emploi, donc des personnes au chômage ou non inoccupées, ouais, des demandeurs d'emploi au sens large. C'est une étude qui a été menée, je ne sais plus en quelle année, en 2018 ou 2019, autour de la santé des travailleurs sans emploi et donc quel est le lien entre santé ou mauvaise santé et non-emploi, comment le fait de ne pas avoir un emploi impacte la santé des personnes sans emploi, mais aussi comment la santé des personnes sans emploi impacte le fait qu'ils trouvent ou non un emploi, qu'ils s'insèrent professionnellement et socialement. Et il y a aussi toute une partie qui est dédiée plutôt aux aspects un peu psychologiques et santé mentale. Quel impact psychologique peut avoir le fait de ne pas avoir de l'emploi en fonction du stigmate qu'on porte socialement. Voilà, qu'est-ce que ça implique en termes de stress, d'anxiété, de développement de troubles un peu psychologiques. Donc, c'est une étude qui a été menée ici en Belgique par la Fondation Travail Université avec la CSC et qui a notamment interrogé des stagiaires CISP dans le cadre de l'échantillon qui a été interrogé. Donc, ils ont fait une enquête auprès de près de 1000 personnes et parmi ceux-ci, il y a eu des stagiaires CISP qui ont répondu. Et donc, c'est vraiment une étude très intéressante pour un peu mieux comprendre les liens entre emploi ou non-emploi et santé.
Alors ensuite, on a également repéré une formation. Donc, c'est une formation qui est plutôt à destination des travailleurs de terrain de première ligne qui vont en contact avec des personnes qui ont des troubles psychologiques dans des services sociaux, dans des personnes qui sont sans domicile, etc. Et donc, voilà, c'est une formation basée sur la fonction d'accueil de ces fonctions. Donc, voilà, comment accueillir ces personnes dans notre service, comment les guider, les soutenir, les orienter dès les premiers contacts qu'on a. Ça peut être intéressant pour les personnes qui font plutôt de l'orientation, qui sont vraiment le premier contact avec les stagiaires pour un peu mieux envisager ce qu'on peut leur proposer, ce qu'on peut leur dire et faire avec eux quand on détecte qu'ils ont un trouble de santé mentale ou une maladie plus lourde. La prochaine ressource, c'est un podcast de la RTBF qui s'appelle C'est dans la tête. Et donc, c'est un podcast qui explore à nouveau les maladies de santé mentale pour qu'on comprenne mieux l'impact que ça a sur les personnes et l'accompagnement médical qui s'ensuit. Donc, c'est un podcast qui met en lien ou en parallèle des témoignages de personnes qui sont malades et en regard le témoignage de la personne qui les a accompagnés, du médecin, du psychologue, du psychiatre qui les a accompagnés. Et donc voilà, ça explore quelques grands types de maladies, il me semble la schizophrénie, les troubles bipolaires, mais je pense qu'il y a aussi un épisode sur les assuétudes et la toxicomanie. Et donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre les maladies, les impacts et le vécu, surtout des personnes qui sont malades et qui sont atteintes de troubles. Et alors, on a encore 3 ressources. La première, c'est à nouveau un article de Similes Wallonie, donc cette fameuse association de familles et de proches de personnes malades, qui, en un article en ligne, présente les 4 maladies ou troubles les plus communs de santé mentale, donc le trouble bipolaire, la schizophrénie, les personnalités borderline ou personnalités limites et les TOC, et qui présente, voilà, c'est quoi la maladie, quels sont les signes et les symptômes les plus courants et les conséquences que ça a sur le comportement des personnes. C'est assez direct, ou en tout cas rapide à lire, mais ça permet de mieux comprendre voilà, ce que recouvre ce genre de troubles psy. Ouais, l'avant-dernière, c'est un article de Lire et écrire autour des concepts MMPP et PMS. Je ne me souviens plus de ce que veut dire MMPP et PMS. Je vais laisser Myriam. Dis-moi dans l'oreille, souffle-moi. Non, je peux. Maladie mentale, psychique et psychologique pour MMPP et PMS, je ne sais plus. Mais c'est Marina, tu as une inspiration pour PMS? Psychomédico-social. Ah non, concept de MMPP. MMPP, je suis sûre, mais en fait, voilà, c'est la catégorie. Écoute, est-ce que c'est pas psychomédico-sociaux, un peu comme les PMS Oui, peut-être. Je vais vérifier, je vais essayer de trouver, oui. Je vais essayer de trouver. MMPP. Voilà. Merci Myriam et Marina, j'ai un trou de mémoire. Et donc, MMPP et PMS, mais surtout MMPP, c'est des statuts administratifs que les services publics de l'emploi un peu assignent à certains demandeurs d'emploi parce qu'ils sont très éloignés de l'emploi, parce qu'ils présentent des troubles de santé, notamment santé mentale, des troubles psychiques. Et donc, c'est une réflexion qui est intéressante pour comprendre ce que recouvrent ces statuts, ce que ces statuts un peu administratifs disent de la compréhension et de la vision des maladies de santé mentale et des troubles psychologiques sur le marché de l'emploi par les offices publics d'emploi. Et donc voilà, c'est intéressant pour comprendre un peu ce que ça recouvre, quelle est la vision actuellement de l'insertion de ces publics particuliers. Et voilà, et ici, comme c'est lire et écrire, ça fait aussi un lien avec la problématique d'alphabétisation de ces publics. Et donc, je vois que Marie Dufour nous dit que c'est donc médical, mental, psychique et psychiatrique.
Mais voilà, encore à nouveau, c'est un suspense et vous devrez lire la ressource pour découvrir. Et alors, la dernière, si je retourne sur mon PowerPoint, voilà. La dernière, c'est un numéro de l'Essor. Donc, l'Essor qui est le magazine du secteur ISP en Wallonie, donc le magazine qui est édité par l'Interfédé. Et donc, il y a quelques années, il y a eu un numéro autour de la question de la santé mentale en insertion socio-professionnelle. Et c'est un magazine, ici, ce numéro en particulier, qui permet d'analyser voilà, les questions de santé mentale en ISP, comment on insère des personnes qui présentent des troubles psy, qu'est-ce que dans les CISP on peut faire ou on fait avec ces publics, quels sont les besoins particuliers de ces publics, ce qu'on peut leur proposer qui soit adapté à leurs troubles et à leur situation de vie. Donc voilà, c'est un numéro assez intéressant pour vraiment centrer ici CISP et santé mentale, qui peut être une ressource très intéressante pour les travailleurs qui sont en contact des publics. Et donc, voilà pour la troisième ressource du projet. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un projet qui a pour objectif l'émergence de personnes dans les CISP qui occupent des fonctions de référents en troubles psychologiques et qui peuvent accompagner les stagiaires. Et donc, les ressources permettent aux équipes vraiment, aux directions, aux coordinations, mais aussi aux travailleurs techniques, psychosociaux, de mieux envisager la fonction de l'accompagnement de ces stagiaires qui présentent des troubles psy, de mieux voir quels sont leurs rôles et leurs missions vis-à-vis de ces stagiaires, quelle est la posture professionnelle adaptée, où sont les limites aussi de la fonction, parce que quand on est travailleur en CISP, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Et donc, il faut aussi parfois se tourner vers les services adaptés et adéquats pour bien orienter la personne, bien accompagner la personne. On ne peut pas, nous, poser un diagnostic médical ou proposer de la thérapie ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, c'est même la problématique d'accompagnement des stagiaires qui ont des troubles psy. C'est une problématique que certains des travailleurs qu'on a interrogés au sein du projet trouvent de plus en plus grande. Certains trouvent que ces dernières années, avec le profil des publics qui est de plus en plus vulnérable, entre guillemets, parfois de plus en plus précaire, eh ben, ils rencontrent de plus en plus de stagiaires qui présentent des troubles psy et beaucoup des personnes qu'on a rencontrées se sentent démunies vis-à-vis de la posture à adopter, de l'accompagnement à proposer à ces personnes. Et donc, on espère que, en partie grâce aux résultats du projet, ça va permettre un peu d'améliorer les pratiques, d'affiner les pratiques, ou en tout cas de favoriser vraiment la réflexion et le travail des équipes autour de ces questions, toujours dans l'objectif, bien sûr, d'accompagner les stagiaires au mieux vers leur autonomie sociale et professionnelle et leur inclusion. Alors, je lis le chat, je vois qu'il y a eu des échanges sur MMPP. Voilà. Donc, voilà. MMPP pour désigner les problématiques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique qui affectent certains demandeurs d'emploi. Et donc, je pense que c'est peut-être moi qui avais oublié, mais je pense que pas mal de travailleurs connaissent du secteur CISP connaissent ce statut administratif et ce que ça recouvre pour les stagiaires. Je vois Flora qui acquiesce. Merci Flora. Donc voilà, des échanges. Émilie, qui est notre partenaire française, qui dit très belle mise en valeur de notre projet. Bravo, merci Émilie. Mais c'était un travail de collaboration, donc merci aussi pour ton implication, mais aussi Maria. J'ai vu Guillaume quelque part, j'ai vu Sarah et Natalia aussi. Donc, on remercie vraiment tous les partenaires qui ont participé à ce projet, malgré le Covid et le fait qu'on n'ait pas pu se voir beaucoup. Sur 3 ans, on s'est vu 3 fois. Voilà, il y a des productions quand même intéressantes pour les travailleurs de terrain. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce qu'on parle beaucoup, il est déjà midi. Ce qu'on vous proposait, en tout cas, s'il n'y a pas de questions précises, c'est une petite activité de clôture. Je vais vous partager un lien. Donc, une petite activité post-it, mais post-it virtuel. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Je vais partager mon écran, comme ça vous voyez ce à quoi ça ressemble. Et donc, on vous propose de nous laisser quelques
quelques commentaires, quelques post-it autour de 2 questions. D'une part, voilà, au vu de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, quelle utilisation potentielle des ressources du projet, donc des résultats du projet, vous envisagez? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile pour votre travail, pour vos collègues ou pour vous-même, et dans quelle mesure, comment? Et la deuxième, c'est un peu pour se projeter sur la suite. Voilà, quels sont les besoins que vous rencontrez dans l'encadrement des stagiaires qui présentent des troubles psy? Est-ce que vous avez besoin de formation continuée particulière, de ressources particulières, d'outils particuliers? Voilà, nous, ça peut nous aider pour des éventuels projets futurs, mais ça peut aussi aider l'interfédé ou les fédérations à mettre en place des programmes de formation, des groupes de travail, des groupes d'échange de pratiques autour des questions. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat. J'arrête de partager, comme ça c'est plus simple. Vous pouvez cliquer sur le lien et nous laisser des petits post-it. Ou alors partager sur le chat ou prendre la parole, je vous en prie. On va laisser quelques minutes pour que vous puissiez brainstormer avec vous-même et mettre des post-it. Pour ajouter un post-it, si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez sur le lien et en dessous du tableau blanc, vous avez un gros plus. Vous cliquez dessus et ça vous fait sortir une petite carte. Et donc, vous pouvez, une fois que vous l'avez éditée, vous pouvez la bouger, double-cliquer pour écrire et la bouger pour la placer sur le tableau. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de cliquer. Voilà, donc ici, j'ai fait un test, ça fonctionne. Ah, mais ils disparaissent. Ouais. Un test. Ah voilà, mon test est resté là. Donc vous cliquez sur le plus, vous déplacez votre post-it, vous écrivez et puis a priori ça reste. Mais si ça ne fonctionne pas de votre côté, vous pouvez laisser dans le chat ou prendre la parole. C'est peut-être un bug. Voilà, donc Bénédicte, je pense, du service social de l'AID Soleillement, nous dit qu'elle a besoin de dormir dessus pour, pour faire ses commentaires. Pas de souci. Donc, comme je disais dans le chat, vous aurez nos contacts mail et donc vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions sur le projet, sur les résultats du projet, les productions. Voilà, avec des questions, des commentaires, des recommandations, sans souci. Je vois plein de post-it qui apparaissent et qui disparaissent. Ah voilà, il y en a 2. Diffuser l'info. Donc, on voit des post-it qui apparaissent. Mais qui disparaissent aussi. Mais qui disparaissent aussi. C'est un peu inquiétant. Diffuser de l'info sur l'utilisation potentielle. Donc, oui, diffuser l'info aux collègues, au réseau. Quelqu'un qui dit super ressources très utiles et multi-support. Les besoins, ben voilà, une connaissance du réseau, effectivement. Une connaissance des partenaires qui existent sur le territoire local. Je fais... Alors, Isabelle qui nous dit sur le chat qu'elle n'a quasiment jamais de profil MMPP, mais que c'était un webinaire intéressant et qui nous félicite pour les travaux réalisés. Merci, merci Isabelle. Et donc, tu as dû quitter un moment, mais on a enregistré, il y aura un replay, vous pourrez revenir dessus sans souci. Ok, on va laisser vivement le GT, je vois sur le tableau blanc, l'interprété est attendu. Ah, il y a quelqu'un dans la salle. Mais... Ouais. Ok, bah, écoutez, voilà, le tableau de post-it reste là si vous voulez, le chat aussi, et si vous n'avez plus de questions, plus de commentaires, on vous remercie chaleureusement pour votre participation. Merci d'être venu en nombre, nous écouter, présenter ce projet qu'on a réalisé sur les 3 dernières années, et bien sûr, surtout, merci aux partenaires qui assistent ce matin avec nous, et merci à Marina pour cette chouette présentation du référentiel interprété qui est complémentaire au nôtre et vivement des collaborations futures. Oui, merci de m'avoir invité. C'était vraiment très chouette. Très, très riche, très chouette. Et
ça me donne plein d'idées. Ouais. Et donc voilà, comme je me répète, mais vous recevrez vraiment toutes les ressources et les présentations par mail, ne vous inquiétez pas. On a vos adresses mail et vous avez les infos du projet. Vous pouvez retrouver aussi sur notre site web. Vous avez dans les mails que vous avez reçus d'invitation avec le programme notre site web AID. Vous pouvez aussi retrouver les ressources du projet et d'autres projets européens qu'on mène sur d'autres sujets. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous êtes les bienvenus à rester si vous voulez discuter. Mais sinon, merci encore pour cette matinée. Merci aussi, merci à vous. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Isabelle, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Peut-être juste pour dire que Au revoir tout le monde, merci. On va peut-être... on s'est enregistré les commentaires. Oui, oui. Ah, c'est l'enregistrement.